alors comme je vous ai fait le bilan de janvier en mars, je vais vous faire le bilan de février maintenant. Comme ça je suis sûre de ne pas vous le faire en avril. Voilà, comme ça les livres sont un peu plus frais dans ma mémoire. Alors j'ai beaucoup lu en février, mais comme pour janvier, j'ai pas compté le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de pages, tout ça. Donc à la fin, quand je vous ferai le bilan, il n'y aura pas le nombre de pages et pas le nombre de livres comme pour janvier, mais ça je vous l'ai déjà expliqué dans les objectifs 2020, donc voilà. Je ne le dirai plus pour le bilan de mars. C'est juste au cas où, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai terminé en février, c'est Goblin Market and Other Poems de Christina Rossetti. En français, Marché Gobelin. Alors, il me semble qu'il n'a pas, enfin le recueil en entier entre guillemets n'a pas été traduit. Il y a Marché Gobelin qui a été traduit, mais les autres poèmes pas vraiment. Et je trouve ça, alors d'un côté je trouve ça triste parce que c'est exceptionnel ce recueil de poèmes. Et voilà, j'adore Goblin Market. Je l'avais déjà lu, c'est une relecture. J'adore ce recueil. Alors il est différent dans toutes les éditions que... Enfin, j'ai lu une autre édition, en fait la première fois que je l'ai lu, et j'ai pas retrouvé les mêmes poèmes. Du coup, je pense que je vais devoir acheter l'autre édition. Donc j'ai l'impression que chaque édition est différente en fait. Ils mettent les poèmes un peu... puisqu'elle ne les a pas publiés en recueil, il me semble. Et mon préféré du recueil, c'est Remember. Donc si vous avez envie d'aller le lire, c'est juste... c'est trop beau. Comme je vous l'ai dit, c'est une relecture. J'avais envie de m'acheter cette belle édition Penguin Classics en cloth bound. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent. Je trouve que ça fait un petit livre tout mignon, tout beau et c'est un petit trésor à l'intérieur. Donc voilà, je trouve que la beauté extérieure du livre représente la beauté intérieure des poèmes. Les seuls que j'ai moins appréciés, ce sont les poèmes dévots à la fin, mais ça je me doutais. Et ils sont signalés d'ailleurs, ils ont une section à eux qui s'appelle pièces dévotes. Voilà. Mais c'est juste trop beau. Alors les différents thèmes que traite Christina Rossetti sont la mort, l'amour, la nature. Enfin voilà, c'est l'un des recueils de poésie qui m'a donné envie de reprendre la poésie quand je l'ai lu. Je sais plus exactement la première année où je l'ai lu, mais il m'a redonné envie de me plonger dans la poésie. Et voilà. C'est terriblement beau. Que vous dire de plus? Allez lire au moins Remember pour avoir une petite idée. Magnifique. Magnifique. Donc je vous recommande fortement Christina Rossetti si vous ne l'avez jamais lu. Ensuite j'ai continué Sherlock Holmes. J'ai lu The Sign of Four, donc le signe des quatre. La deuxième aventure de Sherlock Holmes. Donc c'est encore... J'allais dire que c'est encore un recueil de nouvelles. Non, je suis en train de confondre Sorceleur et Sherlock Holmes. Tout va bien. Rien à voir, mais c'est pas grave. C'est encore un roman. Et c'était... Alors, j'ai bien aimé. Puisque là, on va découvrir un nouveau personnage, Mary Morstan, qui va devenir important. Elle devient importante dans la série Sherlock. Elle l'est moins dans la série Sherlock Holmes originelle. Mais j'ai bien aimé la rencontrer, j'ai à nouveau trouvé de belles citations, j'ai repéré à nouveau les moments qui se trouvent dans la série Sherlock, tout ça. J'ai aimé tenter de résoudre l'enquête en même temps que les personnages. Par contre, des fois j'ai l'impression que Watson est complètement aveugle en fait, il voit rien. Je sais pas, des fois j'ai un peu... Enfin... Des fois ça semble évident et... Alors évident pas au point de tout avoir compris exactement comme Sherlock Holmes, hein, mais quand même Watson est un peu... Il a un peu du mal des fois quand même, je trouve. Oui, j'ai adoré retrouver le duo Sherlock-Watson. J'ai envie de vous dire, à chaque fois que je vais lire un volume de la série, je vais vous dire ça, hein, j'adore leur dynamique et leur duo, je trouve qu'il est vraiment top. Là oui, on commence par une scène où Sherlock Holmes vient de se droguer. Et j'aime bien. je ne suis pas... En fait, la drogue dans les romans ou dans les œuvres en général, c'est vraiment, mais alors vraiment pas mon truc. C'est-à-dire que si un livre... D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas tellement aimé le deuxième tome de... Pas tellement aimé non, j'ai détesté le deuxième tome de La Tour Sombre parce que le premier tome... Enfin, le deuxième... Non, parce que la première scène...
Et en plus on suit un personnage drogué. J'ai un petit peu de mal avec ça, vraiment, même beaucoup de mal. Mais apparemment avec Sherlock Holmes j'ai aucun problème. Sans doute parce qu'il il explique en fait pourquoi il utilise la drogue et ce que ça lui fait. Et je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, ça le rend moins parfait aussi, un peu plus humain. Et non, je trouve que c'est un aspect qui le rend, oui, plus attachant peut-être. Alors que certaines personnes ont du mal avec le fait que Sherlock Holmes se drogue. Non, je trouve que ça le rend plus humain. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire, parce que je déteste avoir le thème de la drogue dans mes romans. Donc on rencontre Marie. J'ai aimé, donc oui, comme je vous ai dit, hein, j'ai écrit des citations un peu partout. Alors peut-être le seul petit bémol de cette édition, c'est que quand Sherlock cite Goethe en allemand, c'est pas traduit. Donc moi j'ai lu, j'ai fait ok, bah je vais chercher la traduction. Mais oui, sinon c'est pas traduit, ça c'est un petit peu dommage. Et alors j'ai moins aimé The Sign of Four que The Study in Scarlet parce que c'est assez... alors on va dire que c'est l'époque bien sûr, mais c'est assez sexiste et quand même pas mal raciste. Donc j'ai eu un petit peu de mal. J'étais... oui, j'étais un petit peu déçue par ce côté-là. Voilà. Je vais continuer la série. Alors le troisième tome, The Adventures of Sherlock Holmes, c'est un recueil de nouvelles, donc que j'ai déjà commencé. Mais voilà, pas mal, mais moins bien un peu que Study in Scarlet. Donc pas un coup de cœur en tout cas. Alors bien sûr pour tous les romans que j'ai lus et pour la majorité des œuvres en général que j'ai lues, j'ai fait une chronique sur le blog, donc vous pouvez la retrouver. Le blog est en description. Si vous avez envie d'avoir un avis un peu plus approfondi. Ensuite, j'ai lu Shadow and Bone de Leigh Bardugo, donc le premier tome de sa série Grisha. Alors en français, ça s'appelle Les Orphelins du Royaume. Oui. Alors, dans cette fantaisie, on va suivre Alina, qui est orpheline et qui est un soldat, une soldate, je pense que ça ne se dit pas, donc un soldat dans la première armée, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus du coup, laquelle est la première et laquelle est la deuxième. Je ne sais plus, bref, dans l'armée. Et elle est très proche de son meilleur ami mâle. Un jour, ils doivent traverser, alors en anglais c'est The Shadow Fold, donc je ne sais pas comment c'est appelé en français. The Unsea, enfin voilà, l'espèce de déchirure qui sépare Ravka en deux parties, voilà. Donc ils doivent traverser ça, là. Et il va se passer quelque chose. J'ai pas tellement envie de vous en dire. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai mis dans mon carnet que ça aurait pu être un coup de cœur, éventuellement. Juste il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée parce que évidemment... j'ai l'impression que je suis de plus en plus dure avec mes livres. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de coups de cœur et que je suis de plus en plus dérangée par certaines choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'ai beaucoup aimé déjà le décor puisque Ravka est inspirée de la Russie, donc ça c'était top. J'ai l'impression que ça donnait un décor un peu plus original que tout le temps le même type de fantasy. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé qu'il y ait une espèce de hiérarchie entre les différents Grisha. Donc un Grisha c'est en gros un sorcier, un magicien, enfin quelqu'un qui a un type de pouvoir. J'ai aimé aussi qu'il y ait cette hiérarchie justement au début de mon édition. Voilà. J'ai aimé... Alors, sur le coup, quand j'ai ouvert le livre et que je ne savais rien du tout, j'ai lu ça, j'ai fait d'accord, j'ai pas compris, mais je pense que ça va venir. Alors, l'univers nous est peu à peu présenté, on comprend assez rapidement que sont les Grisha, la hiérarchie, tout ça. J'ai adoré la magie, entre guillemets, enfin les pouvoirs qu'il présentait, j'ai trouvé ça... j'ai bien aimé. J'avais envie d'en voir plus d'ailleurs à la fin de ce tome 1, je me suis dit j'espère que dans les suivants on en voit encore plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai aimé le décor. Alors, j'ai trouvé que ce livre était très addictif, c'est-à-dire que j'avais très envie de le lire, c'est-à-dire quand je le reposais, j'avais vraiment envie de reprendre l'histoire et de me replonger dedans et de savoir ce qui allait se passer. Petit ajout, remarque comme ça, un petit peu superficielle, cette édition est trop belle quand même. Elle est trop belle. Voilà. J'ai aussi beaucoup aimé l'écriture qui est parfois vraiment très belle. J'ai beaucoup aimé le personnage du Darkling. Je pense que maintenant tout le monde sait un peu qui est le Darkling, mais je peux pas trop en dire. Donc sachez que j'ai beaucoup aimé ce personnage, mais c'est tout ce que je vais dire. Alors mon seul problème avec ce livre, c'est l'éternelle trope du triangle amoureux.
Et j'ai pas du tout aimé Mal, l'ami d'Alina. J'ai aussi trouvé qu'Alina était assez fade par rapport aux autres personnages, ce que je trouve quand même dommage, puisque c'est le personnage principal, on est dans sa tête, ce serait quand même bien qu'elle soit un peu plus... voilà. Mais non, elle semble un peu fade comparée aux autres personnages, c'est dommage. Et Mal... c'est pas que je le sentais pas, mais je le sentais pas. À la fin du livre, je me suis dit... Mal... s'il était pas là, en fait, le livre serait peut-être mieux, je sais pas, je suis pas une hyper grande fan. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé la fin. Alors, simplement, la fin, je me suis dit, mais ils sont sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Ils font une blague? Pourquoi ils font ça? Donc, bon, la fin m'a laissé un peu dubitative. Mais sinon, franchement, c'était un bon premier tome. Je me suis dit, oui, intéressant. On va lire la suite rapidement et espérons que ce soit aussi bien que le premier tome. J'ai lu les 2 tomes suivants ce mois-ci, donc vous les verrez bientôt. Juste après avoir lu Shadow and Bone, j'ai lu Beyoncé est-elle féministe? Et autres questions pour comprendre le féminisme de Margot Collet et Raphaël Rémy Leleu. J'ai beaucoup aimé ce livre, alors lui, clairement, lui, il est à la limite du coup de cœur. Vraiment. C'est juste pas un coup de cœur parce qu'il me semble que j'ai trouvé quelques petites fautes. Voilà, j'ai trouvé des fautes dans le livre, des petites coquilles, et les autrices ont décidé de nous tutoyer en écrivant le livre. Alors, oui, mais j'ai trouvé ça un peu... Je sais pas, sur le coup, je me suis dit... D'accord. Je sais pas, c'était un peu étrange. Mais après, c'est très léger, comme je vous dis, c'est à la limite du coup de cœur. Tout le reste était top. J'ai adoré le format, comment c'était fait. Donc c'est pas vraiment une suite d'articles, mais en fait, on va partir, par exemple. Voilà. En fait, on a 10 questions. Et voilà. En fait, ces 10 questions vont permettre d'aborder un thème particulier. Donc là, il y a une petite introduction et ensuite il y a une petite histoire du féminisme qui est très intéressante. Par exemple, la deuxième question, c'est plus sur le genre. C'est quoi les trucs de meuf ou de mec? Donc la construction du genre. Et j'ai trouvé que c'était très bien organisé. On a aussi des petites bios, par exemple Simone de Beauvoir, ici. On a des infos, enfin je veux dire, on a des associations, on nous parle de pourcentage, on nous donne des définitions. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien fait. On apprend des choses, même si on sait déjà des choses sur le féminisme, ça, nous rafraîchit la mémoire quand on a peut-être oublié certaines choses. 2, ça nous apprend aussi de nouvelles choses. Par exemple, j'ai découvert l'existence de, je ne sais déjà plus comment elle s'appelle, je suis quelqu'un de formidable. Voilà, du coup, je vais la trouver quand même. Je vais la retrouver, bref. Donc on apprend des choses et c'est expliqué bien clairement. Alors, après avoir lu ce livre, on ne peut plus dire je ne sais pas ce qu'est le féminisme, je pense que le féminisme c'est ça, je pense que le féminisme c'est ça. Non. Ici, on nous explique clairement que le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. C'est-à-dire égalité parfaite. Les femmes au même niveau que les hommes. Et donc les hommes au même niveau que les femmes. Et pas les femmes au-dessus des hommes. Donc voilà, c'est très très bien expliqué. Et en plus, c'est illustré et j'ai adoré les illustrations. Mais vraiment, je les ai adorées. Voilà, c'est elle que je ne connaissais pas, Gisèle Halimi. Voilà. J'ai adoré les illustrations. Donc si vous voulez... oui, alors il y a une partie aussi sur le sexe. Hein. Normal. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, de lire un petit livre sympa qui va vous apprendre des petites choses sur le féminisme, je vous recommande Beyoncé est-elle féministe. Il était vraiment top. Vraiment top. Ensuite, mon dieu, j'ai la pile qui est en train de s'effondrer. Alors ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes de la série L'Atelier des Sorciers. Alors j'ai les éditions collector que ma soeur m'a gagné en concours parce que ma soeur est adorable. Le premier tome, c'est le 4e, ça. Le 2e, oui. Le 3e et le 4e. Voilà. Alors, j'avais déjà lu le premier tome que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça chouette. J'avais aimé l'esprit de groupe, j'avais aimé qu'il y ait de la magie, j'avais aimé que ce soit une jeune fille qui ne connaît rien à la magie, qui veut absolument devenir sorcière. Et est-ce qu'elle va y arriver? Si elle y arrive, comment? Les difficultés des sorciers, tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était top parce que justement on est auprès d'un sorcier qui a des apprentis. Et donc on est proche du trope de l'académie magique, même s'il n'y a pas vraiment d'académie.
voilà. Alors j'aime aussi beaucoup les graphismes, je vais tenter de vous en montrer dans le premier tome sans rien vous spoiler. Voilà, je trouve que c'est vraiment très beau. J'aime aussi beaucoup comment la magie fonctionne en fait, je trouve ça chouette. J'aime beaucoup aussi les différents personnages, leurs différentes personnalités. J'aime qu'il y ait de l'humour, personnellement Coco me fait rire, mais voilà, je la trouve à la fois adorable et hilarante, même dans les situations, les pires situations, elle trouve quelque chose de mignon, et donc elle est très drôle. Elle allège, on va dire, les moments un petit peu plus durs. Et dès le premier tome, on a une espèce de mystère qui va planer sur un peu tout en fait, les sorciers. On sent qu'il peut y avoir éventuellement un complot, mais on comprend pas tellement comment. Et la fin là était vraiment top. D'ailleurs j'étais déçue de ne pas avoir le tome suivant quand je l'avais lu la première fois, je me souviens. Dans le deuxième tome, on en apprend encore un peu plus, heureusement, ce serait triste aussi. Hein. Notamment, on en apprend un peu plus sur le personnage d'Agathe, qui est un peu... pas mystérieuse, mais elle est assez peu proche de Coco dans le premier tome. Donc là, on en apprend un peu plus sur elle. J'ai aimé voir des liens qui se tissent entre les personnages, j'aime toujours la magie. Et j'ai aimé voir l'intrigue avancer, voir de nouveaux personnages arriver. Donc oui, alors j'ai noté aussi appartenir à un groupe. Oui, parce que j'avais envie d'être avec eux chez le sorcier en fait. J'avais envie de faire partie de leur micro-académie de magie. Donc bon. Dans le tome 3, j'ai noté qu'il y avait un peu plus d'action. Alors il me semble que c'est le tome... Oui, voilà, c'est le tome où il y a effectivement plus d'action. C'est sûr. Est-ce qu'il se passe des choses un peu plus... Oui. Il me semble que même dans le quatrième, c'est même encore plus... Oui, il y a encore plus d'action dans le quatrième tome. Donc, parce que vu que je les ai tous lus à la suite pour me souvenir de quel tome et parle de quoi exactement, c'est compliqué. Tu veux venir avec maman? Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Tu veux être gentil de dire bonjour? Allez, va dire bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Non, d'accord, ok. J'ai pas forcément envie que tu me frappes. Allez, mets-toi. Installe-toi mon chat. Quelle mère indigne tu as mon chat. Attends, maman elle peut virer tout ça parce que tu peux pas t'installer là. Non. Ouf. Hop. Bon, c'est mieux là. Oui, oui, donc je vous disais, comme je les ai tous lus à la suite, j'ai un petit peu mal de me souvenir quel tome parlait de quoi. Alors j'ai aussi aimé qu'il y ait un mystère pas seulement autour de la magie, autour d'un possible complot, mais aussi autour de Kieffrey. Alors je sais pas si c'était comme ça le nom du magicien. Kieffrey, j'ai aimé qu'il y ait un mystère autour de lui. Et vraiment les graphismes sont si beaux. Mais vraiment si beaux, j'adore. J'ai aussi aimé en apprendre un peu plus sur l'histoire de la magie, sur ce qui se passe exactement dans ce monde, pourquoi la magie appartient seulement aux sorciers, est-ce que ça a toujours été le cas, ce genre de choses. Voilà, c'était très intéressant. Et même chose positive à dire sur le dernier tome qui, encore une fois, est plein d'actions. Je veux dire, là on en apprend carrément, on en apprend plus parce qu'on voit plus de choses et les scènes sont plus... comment dire, plus mouvante on va dire. C'était... oui c'était top, j'ai très envie de lire la suite. On en apprend un peu plus aussi ici sur le personnage de... je ne me souviens jamais de son nom. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, en plus il n'y a pas de... non, il n'y a pas du tout de résumé sur... Ah. Non. Je vais y arriver, Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bah la jeune fille qui est ici. Je ne sais plus quel est son prénom. Triss, voilà. Donc on en apprend plus sur Triss. Mais je ne vous dirai pas pourquoi, parce que sinon c'est peut-être légèrement un spoil. Donc voilà, c'est une très bonne série. J'ai hâte de lire le tome 5 et de lire la suite en général, parce que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que c'est un petit monde... alors, j'ai envie de dire c'est un petit monde doudou, mais en même temps tout ce qui se passe c'est pas hyper joyeux. Mais non, j'aime bien. Et puis vraiment les graphismes sont vraiment beaux, donc... voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Siege and Storm, le deuxième tome de Grisha. En français, je vous le mettrai en sous-titre parce que je ne me souviens pas. Alors, comment vous parler de ce livre sans vous spoiler? Qu'est-ce que j'ai aimé? On va commencer par ce que j'ai aimé. J'aime toujours autant l'univers, j'aime toujours autant l'écriture. J'aime encore davantage le Darkling. Mais je peux pas tellement vous dire pourquoi sans vous spoiler. Vraiment, c'est un personnage, j'aurais aimé qu'il y ait juste une série sur lui en fait. Que ce soit lui le personnage principal. Je pense que ça aurait été encore plus intéressant. On en aurait appris encore plus sur lui. Et alors quand j'ai commandé cette édition, je pensais que c'était la même que celle-là. Sauf que là c'est Square Fish.
Et là c'est Orion. Donc voilà. Et en plus c'est une hideuse couverture où on voit les marques de doigts. Je déteste ce genre de couverture. Alors elles sont douces, tout ça je veux bien, mais c'est... Non, après ça fait quand même pas propre du tout. Donc voilà. Mais passons. Sur le coup j'étais un peu dégoûtée, mais passons. Donc j'aime toujours autant le système de magie. J'aime qu'il n'y ait pas vraiment... Alors c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans cette série en général, c'est qu'il n'y ait pas de manichéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le grand vilain et la grande gentille. Il n'y a pas tout est noir ou tout est blanc, il n'a que de mauvaises intentions, elle n'a que de bonnes intentions. Il y a un côté un peu double, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire que chacun possède une part de bon et une part de mauvais en lui. Et en fait, il sera bon ou mauvais selon s'il se laisse tenter par le mal ou pas. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment bien, parce que ça n'a pas vraiment de sens sinon, je trouve. Et ce serait beaucoup trop... lisse et assez peu intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nikolai qui apparaît ici. Vraiment. Je pense que le Darkling et Nikolai doivent être pas forcément sur un pied d'égalité pour moi. Parce que j'ai quand même une petite préférence pour le Darkling. Mais vraiment Nikolai est un personnage très intéressant. Assez mystérieux. Et on a envie d'en savoir plus sur lui en fait quand on commence à le rencontrer, quand on le rencontre la première fois. Toujours le problème d'Alina qui est assez fade par rapport aux autres personnages. C'est dommage quand même quand c'est le personnage principal. Et alors Mal, je pense que là on a atteint un niveau... Je déteste Mal. Dans ce deuxième tome, dans le premier j'ai pas forcément adoré Mal, mais alors dans le deuxième tome, j'ai profondément détesté Mal. Profondément. J'ai eu énormément de mal avec l'espèce de carré amoureux qu'on a essayé de créer autour d'Alina. Ça m'a... Oui, voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Mais c'était quand même un bon tome et j'ai eu envie après de lire la suite. Alors, je n'ai pas vraiment apprécié la fin. Parce que... je pense que ça aurait pu être une bonne fin pour toute la série, en fait. Si ça s'était arrêté là. Mais non. Donc voilà. Je déteste profondément Mal. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Alors une dernière chose qui m'a agacée dans Siege and Storm, mais je sais plus en fait si c'est dans Siege and Storm ou si c'est dans Ruin and Rising, le dernier tome, mais j'en parlais avec une membre de la team psychopathe, Candice. En fait le problème des romances contemporaines où il y a, c'est que il y a une histoire. Par exemple là on suit une histoire quand même assez intéressante. Il faut tenter de détruire l'espèce de cicatrice qui déforme Ravka. Il faut tenter de trouver un moyen de l'éradiquer. Il faut aussi tenter de trouver une harmonie entre... alors, j'ai envie de dire non magique, mais c'est dans les animaux fantastiques. Je ne sais plus comment on les appelle dans la série. Mais entre ceux qui n'ont pas de pouvoir et ceux qui en ont. Et pourtant, l'héroïne pense pratiquement tout le temps à ces histoires de cœur. Mais tout le temps. Je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je sais pas pourquoi. Je veux bien que l'amour ce soit très important, tout ça, mais des fois je me dis, il y a quand même des problèmes un peu plus importants. Arrête de penser tout le temps à lui. Arrête de te remuer les méninges tout le temps et arrête de te remettre en question tout le temps parce que lui aussi devrait le faire. Enfin voilà. Donc j'ai un problème avec les romances. Parfois je comprends pas. J'aimerais bien aussi qu'elles ne prennent pas trop le pied sur l'histoire. Mais bon, nous n'y pouvons rien. Ensuite, j'ai lu Les Nocturnes, j'ai du mal, de Tess Corsac. Alors je l'ai reçu en livre voyageur grâce au Plib, donc je l'ai lu pour le Plib, mais alors je l'ai lu avant de voter, mais j'avais déjà voté. Parce que je ne savais pas en fait quand j'allais recevoir le livre et je suis une grande stressée de la vie. Je me suis dit il faut absolument que je vote, sinon si je ne vote pas maintenant, je risque d'être éliminée. Donc voilà, j'ai voté avant d'avoir fini de lire tous les livres. Donc j'ai quand même lu Les Nocturnes et j'ai adoré ce livre. C'était un immense coup de cœur, c'était génial. C'était génial. Je vais tenter de vous faire un petit résumé mais sans vous spoiler. Alors on se trouve dans... Alors je me souviens même pas le nom de... La Croix d'If je crois. La Croix d'If, voilà. On se trouve dans un pensionnat qui s'appelle la Croix d'If. Et les membres sont divisés en deux
clans en quelque sorte. Il y a 125 verts, 125 rouges. Tous sont amnésiques, donc ils ont complètement oublié leur passé, ils ne savent pas qui ils sont du tout. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là non plus. Et il existe, alors je sais pas trop, oui, il existe une organisation secrète en quelque sorte dans le pensionnat qui s'appelle les Nocturnes. Donc c'est pour ça que là sur la couverture on a 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes, voilà. Et on va suivre Nat qui est un rouge, oui, du bloc 3A, et dans la toute première scène il va il va assister en fait à un événement assez étrange. Il va voir une verte quitter son bloc et il va pas la voir revenir. Et il y a deux gardiens qui vont venir le questionner pour lui demander est-ce qu'il l'a vue, comment elle était, et elle est partie par où en gros. Je vais m'arrêter là. C'était excellent. J'ai adoré qu'on soit déjà dans un pensionnat, donc c'est un huis clos clairement. J'ai aimé qu'on ait ces deux clans, j'ai aimé qu'il y ait ce mystère, mais pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a un mystère, certes, on se doute un petit peu à un moment donné de quel est le mystère. Ou en tout cas autour de quoi il gravite, on va dire. Oui, je sais même pas quoi vous dire de plus, j'ai vraiment adoré, j'ai aimé le style d'écriture, j'ai aimé les personnages. Je me suis sentie... J'ai eu l'impression j'ai eu l'impression que je faisais partie du groupe et ça c'était top. J'ai aimé quand on commence à avoir un peu plus d'action, j'ai aimé quand on découvre exactement pourquoi ils sont là, quand on commence à avoir des révélations, j'ai beaucoup aimé. J'ai tout aimé. Ce livre était génial. Je sais même pas trop... Je crois que j'ai pas grand chose de négatif à vous dire. Oui, si je regarde dans mon carnet, j'ai mis l'intrigue que j'ai beaucoup aimé, puisqu'en gros Nat va tenter de comprendre ce que sont les nocturnes, ce qu'ils font, et ça va le mener à vouloir comprendre pourquoi il est là et qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin, pourquoi ils sont tous amnésiques et pourquoi ils sont divisés en couleurs, enfin, voilà. Il y a des petits indices d'ailleurs pour déterminer à un moment donné qui est qui en fait, puisqu'on va se rendre compte que les verts et les rouges sont des... représentent, on va dire, un type de personne particulier, et on se rend compte à un moment donné de quel type de personne c'est avant la révélation des personnages. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré Nat, j'ai adoré la chouette, j'ai adoré Aaron, je les ai tous aimés. Je me sentais bien dans leur groupe avec eux. Bon, j'ai mis que j'avais aimé le mystère, mais je pense que c'était... Voilà, c'est un peu évident. C'est aussi un peu de la science-fiction quand même, parce que c'est dans le futur, mais ça je vais pas trop vous expliquer parce que c'est un spoiler en fait. Si je vous explique pourquoi c'est de la science-fiction. Donc je ne vous dis pas. Mais c'est de la science-fiction. J'ai beaucoup aimé la fin. Mais je peux pas vous dire pourquoi. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai adoré que ça devienne quasiment philosophique. J'ai aimé les réflexions que soulève ce livre. J'ai aimé qu'il y ait différents points de vue et qu'on soit pas juste avec un seul type, enfin une seule thèse dans le roman. J'ai aimé qu'on ait plusieurs points de vue de personnages différents qui vont jusqu'au bout de leur point de vue. J'aimerais bien vous dire... j'aimerais bien vous dire pourquoi c'est philosophique, mais je ne peux pas en fait, parce que moi je suis entrée dans ce livre à l'aveugle, et je pense que c'est mieux en fait d'entrer dans ce livre un peu à l'aveugle, juste en sachant voilà, que c'est de la science-fiction, dans une académie de clans, voilà. Juste savoir ça, et on entre dans le livre. Et c'était top. Ça permet de réfléchir tout en passant un bon moment. Alors il y a aussi de l'émotion parce que du coup on s'identifie à ces personnages. Alors je crois que Nat a mon âge dans le livre, il me semble, je ne sais plus. À un moment donné on donne son âge et je me suis dit bon. Les personnages sont alors ados, jeunes adultes, donc oui ils ont mon âge, et donc on s'identifie clairement à eux et on s'imagine à leur place et on se demande ce que nous on aurait fait à leur place, sachant que... Alors... Oui, non, je peux pas vous dire, sinon je vais vous spoiler. J'ai envie de vous dire plein de choses, mais je ne peux pas. Ah. Enfin, c'était fascinant, c'était génial. Lisez-le, allez-y. Les seuls points négatifs, c'est qu'il y a quelques fautes, j'ai noté. Quelques fautes de français. Absence de négation parfois, bon ça rend les dialogues peut-être plus authentiques, mais moi des fois j'ai buté dessus. Donc bon, voilà. C'est la prof de français en moi qui ressurgit sans doute.
Mais voilà, sinon, ce livre était top. Lisez-le, même si vous ne faites pas partie du PLIB et même s'il ne fait pas partie des finalistes, lisez-le parce que c'était vraiment, vraiment top. Je pense à m'acheter un exemplaire juste pour l'avoir et pour pouvoir le relire parce que c'était vraiment hyper bien. Voilà, je me suis sentie vraiment très très proche d'eux. J'ai l'impression d'avoir laissé un bout de moi dans ce livre, donc voilà. J'espère que vous aimerez, lisez-le. Je pense qu'il commence à faire noir. Oui. Alors, après les Nocturnes, j'ai lu Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors, je l'ai lu en lecture commune avec la team Psychopathe, mais je n'ai pas noté que c'était une lecture commune, donc je n'ai pas dû noter que j'avais fait une lecture commune. C'est nul. Je vais le noter maintenant, sinon je vais oublier. Ah non, si j'ai noté. En plus, elle est aveugle. Bravo. J'ai lu Cyrano de Bergerac d'Edmond de Rostand. Non, Edmond Rostand, pas Edmond de Rostand. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc j'ai lu Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand avec la team Psychopathe. Donc c'était une lecture commune. Ça faisait très longtemps que Cyrano était dans ma palle. Alors j'ai noté, ça faisait 4 ans et 6 mois. Et oui, et encore c'est pas plus vieux. Donc voilà. J'ai jamais eu vraiment... Enfin c'est pas que j'ai jamais eu vraiment envie de le lire, mais... J'ai toujours eu un a priori, je sais pas pourquoi, sur Cyrano de Bergerac. Je me suis dit que j'allais peut-être m'ennuyer en le lisant. Et déjà, je ne savais même pas que c'était écrit en verse, pour vous dire. J'ai même pas feuilleté la pièce, donc honte à moi. Et voilà, j'avais un petit a priori. Et en fait, je sais pas pourquoi j'avais un a priori, parce que c'est un énorme coup de cœur. C'était génial. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré le personnage de Cyrano, mais... J'ai adoré ce personnage. Mais vraiment, j'ai envie de vous lire un extrait. Je ne sais pas quoi vous lire. Parce que du coup j'ai pris des notes un peu partout. J'ai surligné des passages, tout ça. Alors oui, j'ai lu la célèbre tirade du nez avec Cyrano. En fait elle est beaucoup plus longue que ce à quoi je m'attendais. Et alors j'ai adoré la fin de la tirade, donc je vais vous lire juste cette fin, quand il a terminé d'énumérer toutes les différentes façons dont il aurait pu se moquer de son nez. Il lui dit « Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit au le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Donc j'ai adoré Cyrano parce qu'il est très très... il a beaucoup d'esprit, il a beaucoup de reparties. Et c'est écrit en vers et c'est à la fois du théâtre et de la poésie et c'est juste beau à lire et voilà, c'était formidable. C'est à la fois une comédie et une tragédie puisque là vous voyez que la tirade que je viens de... Enfin la fin de tirade que je viens de vous lire, clairement là on est dans un passage comique et en même temps il y a des passages tragiques. C'était... voilà. Alors pour vous résumer brièvement l'histoire, Cyrano est amoureux de Roxane, sa cousine, mais Roxane est un peu... Enfin c'est pas qu'elle est superficielle, c'est qu'elle a envie d'avoir à la fois l'esprit et la beauté. Et comme Cyrano n'est pas beau, Cyrano pense qu'il n'a aucune chance. Et donc il décide d'aider son rival à conquérir sa cousine. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai adoré cela. Et il m'a fait pleurer. Vraiment. C'était douloureux. Mais c'était très beau. Donc je vous recommande fortement cette pièce. Elle était vraiment... Alors elle est très longue, enfin comparée à des pièces lambda on va dire. Genre par exemple... Phèdre de Racine est beaucoup plus courte. Elle fait 300 pages quand même. Hein. Donc ça fait tout ça. Alors que Phèdre est oui, quand même beaucoup plus court. Mais c'est si beau. Cette fin. Voilà. Donc allez lire Cyrano de Bergerac. C'est vraiment très beau. Je suis bête de ne pas l'avoir lu plus tôt. Ensuite, j'ai lu La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Alors, c'est une nouvelle fantastique. Alors, elle est suivie de la partie de Trick Track dans mon édition. J'ai lu les deux, forcément. Alors, c'est une nouvelle fantastique que j'ai fait lire à mes élèves en lecture cursive. Donc, j'ai dû moi-même lire ce livre. Et alors, j'ai été un petit peu déçue. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, j'ai aimé l'écriture. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Bon, en même temps, c'est quand même Mérimée. Hein. Donc, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai trouvé que c'était fluide, ça coulait bien, on va dire. Donc, c'était agréable à lire. J'ai aussi aimé le côté fantastique et la réutilisation de la mythologie. Donc l'histoire tourne autour d'une statue de Vénus, ça j'ai bien aimé. En revanche, j'ai pas retrouvé le côté suspense, le côté vraiment angoisse, à part
pendant une scène. Et j'ai pas... Il n'y a pas ce côté suspense non plus parce qu'on a le nom de... Enfin, avec le nom de la nouvelle, on sait déjà à peu près ce qui va se passer en fait. Donc je sais pas, il m'a manqué quelque chose, c'était... Je sais pas, c'était... Il manquait quelque chose. Il manquait vraiment l'ambiance fantastique qu'on retrouve chez Poe par exemple. Voilà. J'ai aussi noté que c'était misogyne, mais bon... L'époque, n'est-ce pas? Non, c'est pas une excuse, je suis désolée, mais ce n'est pas une excuse d'époque. Oui, je me suis demandé aussi si peut-être il n'y avait pas l'ambiance fantastique parce que c'était trop court, mais en même temps, Poe est capable de créer une ambiance fantastique en ayant moins de pages que ça. Donc voilà. Et alors la deuxième nouvelle, la fin est terriblement frustrante. Terriblement frustrante. Voilà. Je me rends compte que je ne vous ai pas du tout résumé la Vénus d'Île. En gros, c'est le narrateur qui apprend que, je ne sais plus comment s'appelle, Monsieur de Pérorade a trouvé une Vénus et ça l'intéresse. Voilà, en gros. Si j'ai bien... Je sais pas si j'ai bien résumé, mais... Donc il veut aller voir la statue. Voilà, donc un peu une déception. Je m'attendais à mieux quand même, voilà. Tant pis. Ensuite, qu'ai-je lu? Ah, ensuite, j'ai lu Ruin and Rising de Leigh Bardugo, donc le 3e tome de Grisha. À nouveau, je ne peux pas vous en dire énormément. Alors, point positif, j'ai mis que Mal était moins agaçant. C'est déjà ça. C'est-à-dire que c'est un point très positif étant donné que je l'ai haï profondément dans le tome 2. J'ai toujours autant aimé l'univers. J'ai trouvé qu'on voyait pas assez le Darkling par contre, sur le coup. C'est un peu dommage. J'ai aimé aussi qu'on voit un aspect différent de la religion, puisque à un moment donné dans cette série, il y a un côté religieux qui fait surface, on va dire. Et j'ai aimé qu'on le voit encore un peu plus dans ce tome-là. J'ai aimé la plupart des rebondissements, en fait. Notamment un qui concerne un de mes personnages préférés. Mais je sais pas si je peux vous dire qui. Je ne pense pas. Bref, j'ai aimé retrouver mes personnages préférés en tout cas. Ce livre n'est pas un coup de cœur et c'est pas mon préféré de la trilogie parce que la fin était pour moi trop facile. Mais je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je vous ferai peut-être, si vous en avez envie, une chronique vidéo sur la trilogie tout entière. Comme ça là je pourrais vous spoiler allègrement et vous dire ce que je pense exactement de certains points de la trilogie. Mais oui, la fin m'a un peu déçue et en fin de compte, sans doute à cause de la fin, j'ai pas ressenti d'émotion pour les personnages, j'ai pas eu extrêmement peur pour eux. Je me suis pas dit oh mon dieu, c'est affreux, il lui arrive ça, il lui est arrivé ça. J'ai pas ressenti d'attachement particulier au personnage, à part un. Mais je pense que j'étais tellement énervée de ce qui lui arrive que j'ai oublié d'être triste. Voilà. Donc j'ai été un peu déçue quand même par ce dernier tome. Je m'attendais à mieux, mais tant pis. Alors dans mon édition, il y avait aussi The Demon in the Wood. C'est un préquel sur l'histoire du Darkling. J'ai bien aimé cette histoire. Simplement, j'ai trouvé qu'elle était trop courte et que, enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait, enfin, après toutes les nouvelles sont un peu comme ça, mais souvent j'ai du mal avec les incipits, donc les débuts de roman ou les débuts d'histoire. Et là, comme c'était très court et que l'action arrive d'un coup vers la fin, bah du coup le début, oui, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais j'ai quand même bien aimé avoir cet aperçu, un petit aperçu de son passé, ça c'était intéressant quand même. Ensuite a débuté l'épreuve des alliés pour le PLIB, donc c'était le 3e challenge il me semble, 3e et dernier d'ailleurs. On était répartis en binôme. Et donc ma binôme m'a choisi une palle, je lui ai choisi une palle de 10 livres et on essayait de lire un maximum de livres en 2 semaines. Donc j'ai réussi à en lire 5 dans la pile de 10 qu'elle m'avait choisi. Alors, parmi ces 10, elle avait choisi The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, donc le guide du voyageur intergalactique. Alors juste le tome 1 bien sûr, j'allais pas tout lire en 2 semaines, plus les 9 autres livres, ce n'était pas possible. Alors j'ai lu le tome 1 en février, depuis j'ai continué la série. Alors ce tome 1, que vous dire de ce tome 1? Déjà, je vais vous dire qu'on suit Arthur Dent, qui est un terrien, et qui va se rendre compte qu'en fait l'univers ne se résume pas du tout à la Terre, et qui va être aidé par un personnage qui s'appelle Ford Prefect, et par son guide qui s'appelle le guide du voyageur intergalactique. Que vous dire de ce livre?
J'ai vu qu'Emily Fox l'avait lu et qu'elle n'avait pas tellement apprécié, donc j'ai eu un petit peu peur de commencer la série. Je me suis dit, bon, on a quand même souvent les mêmes goûts, donc j'ai un petit peu peur de ne pas accrocher à l'humour. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que l'humour est très souvent absurde. On part sur une espèce de logique, de l'illogique, et c'était excellent. J'adore tout en fait dans ce livre. Il me donne terriblement envie de lire de la science-fiction d'ailleurs. Donc je pense que je vais m'y remettre. Surtout ce que j'ai aimé c'est que donc c'est une série de science-fiction humoristique. Et j'ai adoré que l'humour ne soit pas gras ou lourd ou quoi. Enfin, il peut l'être éventuellement, mais là tout de suite je me souviens absolument pas qu'il ait été, même pas du tout. Mais surtout, il permet une espèce de critique sociale et ça aussi c'est drôle en fait. C'est assez ironique. On a des petites... bon là j'allais vous spoiler, mais on a des petites piques en fait sociales et c'était génial. J'ai adoré aussi le fait que Carter va finir par faire partie d'un groupe et j'avais l'impression de faire partie de ce groupe, donc forcément génial. Partie d'un groupe d'ailleurs qui se trouve dans un vaisseau spatial, donc alors là, à partir de ce moment-là, on est au summum de... On est au top du top quoi. J'ai aussi adoré le côté scientifique, même si je suis pas persuadée d'avoir tout compris, mais j'ai adoré le côté scientifique puisqu'on sent que on ne raconte pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait, même si on est dans, comme je vous ai dit, la logique de l'illogique, c'est possible scientifiquement, enfin je veux dire, c'est... Pourquoi pas, après tout. Et c'était étonnant, c'est d'ailleurs souvent parce que c'était étonnant que j'ai ri, et c'était excellent. J'adore aussi l'écriture, enfin voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai continué, mais je ne vais pas vous parler du deuxième tome du coup. Et j'aime beaucoup cette série. J'en ai davantage parlé dans ma chronique sur le blog, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Et je suis ravie qu'elle ait mis ce livre dans ma palle, parce qu'il était là depuis, roulement de tambour, janvier 2017. Donc ça faisait 3 ans et 1 mois qu'il était là. Donc il était temps. En plus c'était quand même une très belle édition. Bon, je suis un petit peu dégoûtée que la baleine s'efface un peu, mais... C'était excellent. Ensuite, elle avait mis dans ma palle Carry On de Rainbow Rowell. En gros, Carry On est la fanfiction que Kat écrit dans Fangirl. Donc elle écrit une fanfiction sur Harry Potter. Et Rainbow Rowell a publié cette fanfiction en quelque sorte. Alors ça correspond à une 8e année, je crois, c'est ça. J'ai du mal en ce moment à me souvenir de tout. Je crois qu'on suit Simon pendant sa 8e année. Alors j'avais beaucoup aimé Fangirl. Fangirl était même un coup de cœur. J'avais vraiment adoré. Je m'étais sentie hyper proche du personnage. C'était génial. Et j'avais aussi beaucoup aimé les passages de fanfiction où elle parle de son histoire de Simon et de Baz. Et alors là, c'était très proche du coup de cœur. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai adoré le personnage de Baz. J'ai adoré la romance. Étrangement, j'ai beaucoup aimé la romance dans ce livre. En même temps, c'est un peu une fantasy romance. En fait, on sait pas trop quel genre prend le pas dans ce roman. Est-ce que c'est plutôt la romance ou est-ce que c'est plutôt la fantasy? Je dirais que c'est plutôt la romance quand même. Mais la fantasy est quand même bien présente. D'ailleurs, j'ai bien aimé le côté fantasy. J'ai aimé une révélation à la fin qui était assez originale. J'ai trouvé ça sympa. J'ai aussi aimé chercher un peu les ressemblances et les différences avec Harry Potter. Parce que à l'origine, quand même, c'était une fanfiction Harry Potter. Donc j'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai aussi beaucoup aimé avoir une carte de Watford. Donc Watford, c'est très moche quand je dis Watford, je ne sais pas comment on dit. Watford est l'académie où étudie Simon. Alors la jaquette me saoule parce qu'elle arrête pas de bouger, c'est très chiant. Et en même temps, c'est un ancien livre de bibliothèque, donc la première page se colle. Watford est l'académie magique. Et donc, bien sûr, académie magique, groupe d'amis, enfin voilà. Il y avait pas mal de tropes que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi énormément aimé le personnage de Pénélope. Mais vraiment, ce personnage, je l'ai adoré. Mais, parce qu'il y a évidemment un mais. Il y a eu quelques petits moments étranges, des petits moments maladroits, qui sont souvent des scènes plutôt romantiques, où je me suis dit, non. J'avais eu le même problème dans Fangirl avec certaines scènes d'amour, donc bon, je suppose que c'est la façon de Rainbow Rowell d'écrire ces scènes qui me dérangent, je ne sais pas, mais voilà, c'était... Bon. Alors, la fin, c'est là avec la fin que j'ai un problème, et du coup je peux pas vous en parler sans vous spoiler. Il y a 2 éléments à la fin, surtout un qui m'a...
Un qui m'a semblé pas très cohérent, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas expliqué, pourquoi. Et il y a aussi un autre élément qui m'a un petit peu... C'est pas tellement que ça m'a gêné, c'est que je me suis dit oh c'est dommage quand même. Mais sinon c'était une super... 1, 2, 3. C'était une super lecture, je suis contente de l'avoir lu. Il se lit assez vite, sachant qu'il fait quand même plus de 500 pages. Et oui, c'était très sympa, je vais continuer la série, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je me suis rendu compte du coup que les romances homosexuelles me dérangent moins en fait que les romances hétérosexuelles. Parce que clairement, quand on vient de finir Grisha et qu'on est agacé par la romance et qu'on lit Carry On et qu'on se dit non mais en fait c'est bien. Je sais pas si c'est le traitement de la romance qui est mieux réalisé chez Rainbow Rowell ou si c'est simplement voilà, le fait que ce soit homosexuel ou hétérosexuel. Aucune idée. Mais en tout cas là j'ai beaucoup aimé la romance. J'étais même à fond dedans. Ensuite, regardez quand même ça fait combien de temps que je filme. Oui bah oui, il va falloir que j'arrête et que je reprenne. Ensuite j'ai lu Le Temps du Mépris, c'est le tome 4 de Sorceleur par Andrei Sapkowski, je sais pas ce que ça se dit comme ça. Alors, ce tome 4, je me suis dit, enfin oui, l'histoire commence enfin, on a de l'action, l'intrigue avance, il y a une scène géniale, je crois que c'est le chapitre 4, mais ce chapitre, oh mon dieu, c'était formidable. J'ai donc adoré ce tome, c'était vraiment top. Alors je vais regarder ce que j'ai mis en négatif. Quelques moments creux, oui, quelques moments creux, mais ce n'est pas grave parce qu'on avance vraiment. Alors j'ai adoré retrouver les personnages, on retrouve Geralt, on le suit beaucoup plus que dans le tome 3 où je me suis dit mais où est le sorceleur. On suit aussi Yennefer, on suit Ciri, on en apprend plus sur elle. Il y a une scène entre Yennefer et Ciri qui m'a brisé le cœur. Il y a aussi tout un chapitre, je crois que c'est le dernier. Il y a tout un chapitre qui se passe dans un désert, ou c'est le tome, c'est le 6 du coup. Oui, c'est le 6. Le chapitre 6 se passe dans un désert et je n'aime pas vraiment en fait ce décor en fait. Le désert c'est pas vraiment mon délire. Donc je sais qu'à partir du moment où on va se retrouver dans un désert, déjà le décor va pas me plaire. Voilà. Après c'était quand même intéressant ce moment-là. On découvre certaines choses on va dire. J'ai aussi le côté politique, j'ai aimé qu'on suive un peu plus les magiciens et du coup ça m'a donné hyper envie de lire la suite. Voilà, je me suis dit oh enfin ça commence, c'est merveilleux. Voilà. Donc oui, j'ai hâte, je me dis que là enfin on est parti on va dire et je suppose que le 5e tome va être encore chargé d'action. J'ai hâte. Ensuite, elle avait aussi mis dans ma palle A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, donc un palais d'épines et de roses. Alors, j'ai lu ce livre en lecture commune, mais je ne l'ai pas noté parce que j'oublie tout le temps. Alors, je m'attendais à détester ce livre, mais vraiment à le détester. J'ai la trilogie complète d'ailleurs, il faudrait que je continue à la lire. Donc, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. On va suivre Fer, qui va commettre un impair à un moment donné et qui va devoir rembourser. En gros elle a une dette et elle va devoir un peu payer de sa vie en fait pour rembourser cette dette. Et voilà, je vais pas en dire plus pour le moment. Alors, j'ai entendu certains lecteurs dire que c'était pas vraiment une réécriture de La Belle et la Bête, que c'était assez lâche on va dire, c'est pas vraiment fidèle. Alors personnellement j'ai trouvé que c'était quand même une réécriture de La Belle et la Bête, j'ai même listé les éléments qui étaient issu du conte, donc si quand même il y a le squelette on va dire du conte d'origine. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé le fait qu'on suive des fées. Alors j'ai jamais vraiment lu de roman avec des fées. Oui, j'ai aussi beaucoup aimé la carte, même si sur le coup je n'ai pas tout compris. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, il y a un continent, il y a 2 îles, qu'est-ce que c'est. J'ai jamais vraiment lu de romans avec des fées à part La Guerre des Fées de Derby Brennan, sinon pas lu grand chose. Donc bon, je m'y connais pas tellement aux fées et tout ça, je vous avoue. J'ai aimé l'évolution du personnage de Fer. Il fallait qu'elle évolue de toute façon, j'ai envie de vous dire, parce qu'au début, waouh, qu'est-ce qu'elle est agaçante au début, c'est impressionnant. J'ai aimé Alors j'ai aimé le système de cours, mais j'aurais aimé en voir un peu plus, je suppose qu'on va en voir plus dans les tomes suivants. Alors, j'ai aimé la politique, même si on ne suit pas vraiment la politique dans ce tome, on passe à la surface, hein. C'est pas ce qui est important dans ce tome, visiblement. J'ai beaucoup aimé la dernière partie du roman parce qu'il y avait vraiment de l'action et qu'on était... de toute façon, le livre, si cette partie n'avait pas été là et qu'on était passé très rapidement, je pense qu'il aurait manqué quelque chose. Je me serais dit, non mais
Vous vous foutez-moi quoi? Genre toute la partie action, vous la résumez en 2 pages? Non, non. Non, là on a quand même plusieurs chapitres. Donc du coup, le rythme du roman est un peu cassé par cette dernière partie action. Du coup, on s'attend quand même à ce que le rythme soit assez... pas monocorde et pas forcément stable. Mais là, ça fait vraiment... Wouh! Donc il y a une grosse partie action à la fin, on va dire. Mais donc j'ai beaucoup aimé parce qu'on trouve des troupes que j'aime bien là-dedans. Et j'ai aussi aimé que Fer aime beaucoup la peinture, les couleurs, et que ce soit sa passion, et qu'elle soit illettrée pratiquement. Donc qu'elle ne lise pas du tout, qu'elle ne comprenne pas les lettres. Et voilà, j'ai aimé ce côté-là. Passons à ce qui m'a gênée. J'ai fait une énorme chronique sur Goodreads, juste après avoir lu ce livre, parce que je voulais me souvenir d'absolument tout. Parce que il y en a des moins dans ce tome. Il y en a. Alors déjà, il y a pas mal de scènes sexuelles, donc il y en a 2. Alors moi je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, donc j'ai eu très peur. En commençant ce livre, je me suis dit, oh mon dieu, quelle horreur. Non, il y en a 2, donc ça va. La première est plus détaillée que la deuxième est plus soft, et j'étais, ouh, merci, c'est mieux. Alors j'aime pas trop en fait des scènes sexuelles dans mes livres, ou alors il faut que ce soit subtil et assez... Voilà, j'ai pas envie qu'on me décrive ce qui se passe, voilà, j'ai pas envie de ce genre de choses, mais donc voilà. Donc ça m'a gênée, j'étais pas... Ok. J'ai pas tellement aimé l'écriture, j'ai trouvé que c'était... pas très bon, on va dire. Des fois j'ai dû relire quelques phrases parce que je me disais les mots ne sont pas dans le bon sens, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc voilà, l'écriture était pas top. J'ai profondément détesté le comportement de... Alors je sais pas ce qu'on dit, Rysand, je ne sais pas comment on dit. On va dire Rysand pour aujourd'hui. J'ai pas du tout aimé son comportement. Alors je n'ai pas détesté son personnage parce que si j'ai bien compris, beaucoup de lecteurs adorent son personnage dans le tome 2, donc j'imagine qu'il y a plus que juste ce qu'il nous offre dans ce tome, j'espère, parce que si vous l'adorez et l'arrivez comme ça, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Dans ce tome là il est clairement détestable, alors on sent quand même que si on gratte un petit peu il y a quelque chose de plus derrière son comportement, mais oh mon dieu, je peux pas vous dire ce qu'il fait exactement parce que c'est un spoil, mais dans la dernière partie du roman, il fait quelque chose, j'avais envie de le tuer. À un moment donné, avant, quand il va dans la cour de l'automne, non, pas dans la cour du printemps, pardon. Quand il se rend à la cour du printemps pour voir Tamlin, il fait quelque chose, mais j'ai pas encore envie de le tuer. Voilà, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de plus dans ce tome. On sent que le personnage cache quelque chose et qu'il est davantage que ce qu'il montre. J'ai moyennement apprécié le fait que tout le monde soit beau parce que bon, j'ai du coup très souvent levé les yeux au ciel. Par exemple, il y a cette scène où Fer rencontre Rysand justement et qu'elle dit oh, devant moi c'était l'homme le plus beau. Le plus beau que j'ai jamais vu. Mais t'es sérieuse? Ah non, surtout qu'elle se fasse cette réflexion alors qu'il vient d'y arriver un truc horrible juste avant. Fer. Arrête, sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je pense qu'il y a la prononciation en fait de Rysand à la fin, parce qu'il y a un guide de prononciation des mots, des noms des personnages à la fin. Rysand, oui, donc c'est Rysand. Ou Rhys pour le diminutif. Et alors Fer c'est Faru. On va dire Fer, hein, c'est mieux. Oui, voilà. Donc voilà, tout le monde est beau, c'est merveilleux. Le comportement de Fer est parfois... Mais pourquoi tu fais ça? Alors, à la rigueur qu'elle soit curieuse, ça je peux comprendre, parce que moi-même, tu me dis de pas faire quelque chose, je vais me dire, maintenant j'ai envie de le faire. Mais parfois, c'est un peu affreux comment elle se comporte. Par exemple, au début, elle m'a beaucoup agacée au début, puisque à la fois elle se plaint, et en même temps elle rabaisse les membres de sa famille, et toi t'es là, oh mon dieu. Et voilà. J'ai eu un peu de mal avec la toute fin qui m'a fait rire, parce que... Sérieusement. Ah, non mais je suis fatiguée, hein. on est vendredi soir, j'ai fait ma semaine, donc je suis un peu fatiguée. Mais non mais cette fin, c'était... Alors je comprends la nécessité de cette fin, mais ça m'a fait rire. Voilà, je me suis dit, bon, d'accord. Alors il y a un moment aussi avec une énigme. Et la résolution de l'énigme... Chat. Oui, non, mais d'accord, c'est ridicule. Oui, bon, d'accord. C'était, voilà, en fait, c'était ridicule, donc ça, pour le coup, ça m'a fait rire, encore une fois, mais c'est surtout le moment précis où elle résout l'énigme. Vous verrez,
Si vous le lisez, vous verrez, vous me direz, mais sur le coup, ça m'a fait rire, je vous avoue. J'ai eu énormément de mal avec les répétitions, puisque Fer nous répète tout le temps la même chose. Il faut qu'on sache bien clairement qui est qui, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi il se passe ça. Et elle répète tout le temps la même chose, exactement de la même façon en plus. Donc, dans un livre, alors c'est quand même assez court, c'était très agaçant, très agaçant. À un moment donné, je me suis dit, non mais tu vas nous parler d'autre chose ou qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, arrête-toi. Arrête, change de disque, fais quelque chose. J'ai eu aussi énormément de mal avec les commentaires intempestifs de Fer à chaque fois qu'un personnage parle, à chaque fois qu'un personnage fait quelque chose, il faut qu'elle commente. C'est comme si Tamlin disait oui, je vais dans la forêt. Bien sûr que tu vas dans la forêt parce que tu vas être loin de moi. Quoi? Enfin voilà, elle aime beaucoup tout commenter. Mais elle commente même ses propres paroles. Et donc ça, c'était vraiment très agaçant. Enfin, très agaçant. Alors oui, alors elle commente, mais pas dans le dialogue, dans la narration directement. C'est-à-dire qu'on a ses commentaires juste pour nous. Privilège, génial. Et alors, ce que j'ai détesté par-dessus tout dans ce livre, ce sont les chapitres 21 et 22. Mais je ne peux pas vraiment vous en parler sans vous spoiler. Sachez simplement que ces chapitres n'auraient tout simplement pas dû exister. Non. Jamais. Non. Alors si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle. cette fameuse scène quand il va y avoir la cérémonie, enfin le rituel, je ne sais plus quoi là, une espèce de fête où Tamlin va perdre le contrôle de sa magie en gros. Non, hein, non parce que c'est non, c'était vraiment pas nécessaire, vraiment pas. Et alors ses commentaires à la fin du chapitre 21, pas du tout nécessaire non plus, hein, bah alors pas du tout. Et alors ce qu'il dit, je vais quand même vous lire cette partie là parce que ce qu'il dit au début du chapitre 22, c'est pas vraiment un spoiler, simplement il dit si Fer n'est pas capable d'écouter les ordres, d'obéir aux ordres, alors je ne peux pas être tenu pour responsable des conséquences. En gros, ça se rapproche quand même de si elle met une mini-jupe, c'est normal, s'il lui arrive des petites bricoles quoi. Non, c'est pas possible. Donc j'ai profondément haï les chapitres 21 et 22. D'ailleurs, je me suis même dit, non mais, si ça continue comme ça, j'arrête le livre en fait, parce que j'ai pas envie de lire ce genre de choses dans tout le reste du roman. Non, après, il y a plus trop. Si, il y a quand même des scènes à la fin où je me suis dit, quoi, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est non, il faut qu'on s'arrête. Donc il y avait quand même des moments gênants où je me suis dit, mais pourquoi mettre en scène la sexualité de cette façon-là? C'est très particulier et très peu, enfin voilà, je me suis pas forcément sentie à l'aise en lisant ces scènes et voilà. Donc quand je me sens pas à l'aise en lisant des scènes, le livre ne peut pas être un coup de cœur. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, alors je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais très longtemps. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Apostasie de Vincent Tassi. Alors j'avais commencé avant même A Court of Thorns and Roses, je crois que je l'avais commencé en même temps que Le Sorceleur tome 4. Mais j'ai mis en pause Apostasie, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on suit Anselme, je ne sais pas comment on dit. Anselme, je suppose. Je dirais Anselme. Qui est un jeune homme assez mélancolique, assez poétique et en même temps assez joyeux en fin de compte. Donc c'est assez contradictoire et en même temps c'est assez logique. Enfin, je veux dire, des choses assez mélancoliques vont le rendre heureux. Je peux comprendre. Je me suis d'ailleurs sentie assez proche de lui à certains moments. Donc il adore lire et un jour il va entrer dans la Sylve Rouge. Je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez que ce livre est pas vraiment une réécriture, mais un petit peu, une réécriture du mythe du vampire. Et c'était vraiment très intéressant. Alors, on va commencer par le positif. Parce que ce livre a vraiment frôlé le coup de cœur. Donc j'étais un petit peu déçue qu'il ne le soit pas totalement. Déjà j'ai adoré l'écriture, c'est tellement beau. J'ai mis des annotations un peu partout et je vais tenter de vous lire un passage que j'ai particulièrement aimé, si on trouve. J'ai mis des cœurs partout de toute façon, tout simplement. Alors par contre du coup, cette écriture là me convient moi parce que je trouve ça vraiment mais terriblement beau. Mais il est très possible que ça ne convienne pas à certains qui peuvent être rebutés par les écritures particulièrement poétiques ou par des écritures pas alambiquées, c'est assez péjoratif de dire ça comme ça, mais assez tout en courbe, toute délicate. Enfin voilà, ce genre d'écriture n'est pas fait pour tout le monde, moi personnellement j'adore. Enfin en tout cas là, pour ce roman là j'ai adoré. Donc un exemple,
Dans ces allées d'Alabadine tortueuses comme des éclairs de sang, je respirais un parfum frais, lumineusement nocturne, quelque chose des morts et de l'éternité. Moi, on me donne ça, je suis là, oh mon dieu, c'est beau, oh mon dieu, c'est beau encore. Voilà, donc pendant toute la première partie, c'était juste magnifique et je trouvais ça terriblement beau et oh là là, c'était merveilleux, merveilleux. Il y a aussi une scène qui m'a fait pleurer parce que Anthelme a un chat et il arrive quelque chose et ça m'a un peu coupée. Mais j'ai compris et c'était quand même une assez belle vision de la chose en fait, donc j'ai aimé. J'ai également aimé bien sûr qu'on reprenne le mythe du vampire, le vampire à la fois très élégant, très classe et en même temps terriblement sauvage. On sait que derrière cette espèce d'aspect élégant, noble, on sait qu'il y a une bête et c'est très bien fait je trouve dans ce livre. On sent en fait le danger que représente le personnage, même si lui-même, même s'il a une voix douce, même s'il n'ose jamais le ton, même s'il est assez sensuel, tout ça, on sent le danger qu'il représente et on sait qu'on peut à tout moment déclencher une espèce de folie meurtrière et qu'il peut nous vider de notre sang en quelques secondes. Voilà, donc j'ai aimé cet aspect-là. J'ai aussi aimé l'aspect mélancolique du vampire, j'ai trouvé ça assez bien fait quand même. Les questions sur l'immortalité, le temps qui passe, la mort qui ne vient pas parce qu'on a choisi la vie éternelle par exemple. Ça j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé l'originalité d'Aphelion, je ne sais pas comment on dit, Aphelion on va dire. D'Aphelion qui donc vit dans la Sylve Rouge et j'ai trouvé ça... Enfin je vais pas vous dire ce que c'est mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté original à sa façon de se nourrir on va dire. Et c'est aussi en quelque sorte ce qui fait une partie de la poésie du roman. J'ai eu parfois l'impression de lire un conte. J'ai aussi aimé les récits enchâssés. Alors à un moment donné j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit oui enfin là si on commence à enchasser 3000 récits on va jamais s'en sortir. Alors à un moment donné qu'on résolve l'intrigue principale donc je le sens pas. Mais en fait non, ça a été très bien mené et très bien fait. Et j'ai adoré le lien avec la littérature. Alors je peux pas tout vous dire de ce lien avec la littérature mais à un moment donné je me suis dit oh mais c'est tellement beau ce livre. Ce livre en lui-même peut être une mise en abîme, c'est juste tellement bien fait. Enfin, voilà, j'ai trouvé que ce roman était tellement bien fait. Il est excellent. Simplement, l'auteur a utilisé un trope que je déteste par-dessus tout, que je déteste voir, mais genre, mais tellement, non, je ne peux pas voir ça. En fait, il a lié, bon, en même temps ça se comprend, puisqu'on raconte quand même une histoire de vampire, donc je peux comprendre la présence de cette scène, mais elle m'a tellement dérangée, physiquement elle m'a dérangée, donc voilà, alors que j'ai lu, je peux lire des scènes un peu gore comme dans Misery, je peux lire des scènes, des meurtres atroces comme dans The Accursed, dans Maudit de Joyce Carol Oates, mais ça je ne peux pas lire, ce n'est pas possible. Donc il y a une scène avec une jeune femme où en fait on va lier sexualité et sang, on va lier sexualité et mort. Alors à la rigueur si sexualité et mort je peux comprendre, puisque Eros, Thanatos, tout ça, oui. Mais on le lit de façon tellement littérale, ça m'a profondément dégoûtée. Et ça m'a sorti du livre. J'ai dû arrêter de le lire pendant quelques jours parce que je n'avais tout simplement pas envie de retourner dans ce monde à cause de ça. C'était... non, bon, ça m'a dégoûtée. Et il y a aussi une scène de torture assez... assez gore. Mais à la rigueur, la scène de torture, ça passe. Simplement, la première scène, cette première scène, non. C'est dommage parce que c'était à la fin de la première partie, donc j'ai arrêté la première partie, j'ai fait bon c'est tout, on va le poser ce livre. J'ai même pensé à l'abandonner tellement je me suis dit non mais s'il y a d'autres scènes comme ça je pourrais jamais finir ce livre. Et non ça va, il n'y en a qu'une, heureusement, Dieu, je n'aurais pas survécu, il y en avait plusieurs. Donc c'est un excellent roman, je vous le recommande fortement. C'était à la fois merveilleusement beau et en même temps assez gore et sauvage, et c'était du méta littéraire à fond, et c'était juste... Enfin, lisez-le quoi. Si ça vous dit, et si vous pensez que le style d'écriture ne va pas vous déranger, lisez-le. C'était vraiment très beau. Et je suis tellement déçue que ce ne soit pas un coup de cœur. On va faire le bilan du bilan, c'est parti. Les meilleurs du mois sont... Alors, attendez, du coup il faut que je les retrouve parce que ça fait une... Alors je vais quand même vous montrer la pile de livres que ça représente, du coup je sais pas si je vais réussir à tous les porter. Je vais tenter, j'ai peur que tout tombe. Mishka, tu devrais pas rester là je pense. Ça donne ça.
Mon dieu, c'est très lourd. Je ne sais pas si vous avez tout vu, mais je repose, c'est trop lourd. Alors, les meilleurs de ce mois-ci sont... Roulement de tambour. Alors, les meilleurs du mois sont Goblin Market et Cyrano de Bergerac. Ça m'a redonné envie de lire de la poésie et de lire du théâtre, de relire des classiques parce que c'est tellement bien écrit et tellement beau. Voilà. Le fail du mois, c'est... Il est là. C'est la Venise d'Île de Mérimée. Parce que... Non, désolée. Bon. Il n'y a pas vraiment de déception. Alors, j'aurais pu éventuellement dire... Ruin and Rising parce que la fin ne me satisfait pas vraiment, mais c'est pas, enfin, c'était quand même bien. Ou alors j'aurais pu dire The Sign of Four à cause de ce côté un peu misogyne et raciste qui m'a interpellée, on va dire. Mais je sais pas, peut-être éventuellement. Et la surprise du mois. Alors, vraie grosse surprise pour le coup parce que je m'attendais pas à aimer autant, c'est The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams parce que vraiment, j'adore cette série, j'adore. J'aurais aussi pu dire Les Nocturnes, mais c'est plus un coup de cœur qu'une surprise, donc voilà. Les séries continuent, on a Sherlock Holmes, Sorceleur et l'Atelier des Sorciers. J'ai terminé une série ce mois-ci quand même, on m'applaudit s'il vous plaît parce que c'est quand même rare. J'ai commencé et fini dans le même mois Grisha du coup. Je n'ai pas beaucoup lu de non-fiction parce que je n'ai lu qu'une seule non-fiction, donc là par contre c'est nul. La science-fiction c'est pas encore tout à fait ça parce que j'en ai lu que 2 il me semble. Et j'aimerais bien en lire quand même davantage. Par contre la fantasy là on est bien là. Parce que j'ai quand même lu beaucoup de fantasy quand même. Les auteurs et autrices découvertes, donc j'ai découvert Douglas Adams et Vincent Tassi que j'aimerais bien continuer à lire du coup. Et pour les auteurs et autrices à continuer à lire ou auteurs et autrices favoris que j'ai mis dans mes listes, je n'en avais pas. Donc là par contre c'est pas bien. Donc voilà, la fin de ce bilan, il a été interminable, mais bon comme tous les bilans, hein, vous deviez vous y attendre. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Dites-moi ce que vous avez lu en février, ce que vous avez aimé, vos coups de cœur, vos déceptions, vos fails aussi. Si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés. Si je ne les ai pas appréciés, ne me tuez pas, c'est normal. Chacun ses goûts. Hein. C'est pas parce que j'ai pas aimé certains aspects d'un livre que forcément vous êtes un mauvais lecteur parce que vous avez aimé cet aspect du livre. Hein. Chacun son opinion et restons dans la sérénité. Et voilà, si vous avez envie de lire ces livres maintenant, dites-moi. Voilà. Donc à bientôt. Bye.